Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. À Kinkala, en République du Congo, s'achève la construction d'un centre hospitalier de 12 000 m². 11 autres du même type sortent de terre à travers l'ensemble du territoire. Gros plan dans ce journal. C'est son premier déplacement en tant que président de la République centrafricaine. Faustin Archange Touadéra était en Guinée équatoriale ce lundi pour une visite d'amitié et de travail. Et puis l'athlétisme kényan à nouveau dans la tourmente, soupçonné d'abriter plusieurs cas de dopage et de corruption. La fédération est sous la menace d'une mise à l'écart pour les Jeux olympiques de Rio 2016. La santé pour tous. Les travaux de construction de l'hôpital général de Kinkala en République du Congo sont à 85% effectués et une dizaine d'autres infrastructures du même type sont prévues sur l'ensemble du territoire congolais. Voyez ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a effectué ce mardi 23 février 2016 une visite à Kinkala, à 75 km de la capitale. Le chef de l'État est allé palper du doigt l'état d'avancement des travaux de l'hôpital général de Kinkala dans le département du Pôle. La construction de cette infrastructure sanitaire s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement Santé pour tous, initié par le chef de l'État. La construction de ces hôpitaux généraux apportera des réponses aux besoins de santé des populations, notamment dans l'accessibilité aux soins en quantité et en qualité. Réalisé sur une surface de 5 hectares, l'hôpital général de Kinkala aura une capacité de 200 lits doté de plusieurs spécialités d'un hôpital moderne. L'état d'avancement des travaux est jugé positif par rapport au chronogramme. Sa mise en service est programmée au premier trimestre de l'année 2017. En plus des 12 hôpitaux généraux, nous avons un hôpital militaire, nous avons un hôpital spécialisé et un hôpital mère et enfants, ce qui fait 15 hôpitaux généraux qui seront construits au total dans le territoire national. Celui de Kinkala et les 11 autres, le taux d'avancement atteint les 85%. Nous avons encore une année devant nous pour finir proprement les travaux et équipés correctement. Donc nous sommes en avance par rapport au programme prévu. L'accès équitable à la santé pour tout le monde, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, c'est la grande ligne du programme Santé pour tous du président de la République. Pour la construction de ces hôpitaux généraux dans les 12 départements, le gouvernement a engagé plus de 1000 milliards de francs CFA. Cependant, le plus grand défi à venir est celui de l'entretien une fois les travaux achevés. Après la victoire, place l'action. Faustin Archange Touadéra a effectué sa première visite en tant que chef de l'État de la République centrafricaine ce lundi 22 février. Et c'est la Guinée équatoriale qui a été choisie. Reportage de notre correspondant Léopoldo Enemembazoué. À peine élu président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra s'est rendu en Guinée équatoriale. Reçu par son homologue Théodoro Obiangema Mbazogo, les deux hommes ont échangé sur la coopération entre les deux pays, mais également les défis qui attendent le nouveau chef de l'État centrafricain. Un entretien qui avait des allures de partage d'expérience. Le président nous a prodigué beaucoup de conseils. Et comme vous le savez, que la République centrafricaine est encore un pays en crise et la communauté internationale a beaucoup déployé, y compris la Guinée et les pays de la CEAC, CEMAC. Et je pense que beaucoup de ces questions ont été examinées par nos chefs d'État et je pense que pour nous ça a été une occasion de pouvoir échanger avec le président sur ces grandes questions. L'élection de l'ancien Premier ministre centrafricain comme président de la République tourne la page de la transition et suscite beaucoup d'espoir pour le pays. Je pense que l'expérience centrafricaine devrait servir de mauvais exemple pour les pays africains, car cela ralentit le développement d'un pays. La Centrafrique a été l'un des meilleurs pays du continent africain, mais aujourd'hui, l'instabilité qu'elle subit a réduit ses possibilités de développement. Je crois que les pays africains ne devraient pas se trouver dans ces conditions après plus de 50 ans d'indépendance. Faustin Archange Touadéra, 59 ans, et ancien Premier ministre de l'ancien président François Bozizé, a la lourde tâche d'engager une réelle réconciliation avant d'entamer la reconstruction économique du pays.
Aux Comores, les résultats provisoires généraux du tour préliminaire de l'élection présidentielle ont été proclamés ce mercredi par la Commission électorale nationale indépendante. Mohamed Ali Soilihi, vice-président sortant et candidat de l'Union pour la démocratie aux Comores, la principale formation de la coalition au pouvoir, arrive en tête avec 17,61% des suffrages. On écoute à ce propos Abdou Kader Mohamed, journaliste comorien. La CENI, qui est la Commission électorale nationale indépendante des Comores, a publié la nuit d'hier les résultats provisoires des primaires de l'élection présidentielle de dimanche, 22 février. Donc, l'actuel vice-président comorien, Mohamed Ali Soilihi, est classé en tête de ces résultats avec ce mouvement politique du PDC qui a recueilli 17,65% des suffrages exprimés, suivi du gouverneur de l'île de Mazidia, Mouniba Refetchali, avec 15,09%, et de l'ancien chef de l'État, le colonel Azala Soumani, avec 14,96% des voix. Donc, après ce classement, si on se réfère aux dernières élections qui ont eu lieu il y a environ un an, des élections des députés, des conseillers civils et des conseils municipaux, on voit bien que les principaux mouvements politiques sont toujours restés à vis et ont bien gardé leur position. Certains ont même conforté leur position. Bon, il n'y a que le parti Djoua qui a été classé en 4e position, selon la Commission nationale électorale, donc qui n'est pas bien positionné dans ce classement. Sinon, on retrouve les mêmes dans ce scrutin. Dans le reste de l'actualité, la République de Djibouti figure sur la liste des pays qui, en 2016, vont se livrer au rituel d'une élection présidentielle. Le président Ismaïl Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999, briguera un nouveau mandat aux grandes dames de l'opposition. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Alexis Mohamed. Vous êtes chargé de mission du président de la République de Djibouti. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, le président Ismaïl Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999, avait promis de se retirer en 2016. Pourtant, sa candidature a été annoncée en janvier dernier. Comment l'expliquer ? Comment l'expliquer ? Parce que déjà, avant tout, je pense qu'on omet très souvent que la Constitution, telle qu'elle est aujourd'hui, permet au président de la République de pouvoir se représenter. Parce qu'il n'est plus du tout les questions de nombre de mandats. Il est aujourd'hui question de l'âge. Bien sûr, mais il avait promis de quitter le pouvoir en 2016. Oui, il a promis, mais sauf que depuis 2011 à aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées. Je pense que ce qui vous manque également, vraiment une véritable analyse de la situation politique à l'intérieur de Djibouti. Qu'est-ce qui a donc motivé cette candidature finalement ? L'instabilité politique, déjà, premièrement. Deuxièmement, je pense que le président de la République, il faut déjà lui rendre le dommage qu'il doit aujourd'hui avoir au niveau de l'opinion publique nationale. C'est-à-dire, c'est un homme qui a quand même émis autant d'efforts depuis 1999. Comme je l'ai toujours dit, la France nous a concédé un rocher nu. Aujourd'hui, Djibouti s'est développé, Djibouti a avancé d'un point de vue économique, d'un point de vue social. Et je pense que c'est la politique de la raison qui a primé chez le président de la République. Je ne dis pas qu'il n'a pas eu de réflexion et que, en fait, ce qu'il avait dit en ce qui concerne sa déclaration de 2011 dans les colonnes du journal Jeune Afrique, c'était vraiment sincère. Mais au jour d'aujourd'hui, les choses ont changé et je pense qu'on doit lui concéder quand même ces courages de pouvoir vouloir continuer aujourd'hui pour servir non seulement son pays, mais également son peuple. Alors, une partie de l'opposition menace de boycotter le scrutin, dénonçant le non-respect de l'accord cadre signé en décembre 2015, un accord qui, on le rappelle, prévoyait notamment la mise en place d'une commission paritaire. Pourquoi cette commission n'a toujours pas été mise en place ? La commission paritaire, non, il y a eu 3 commissions paritaires.
je pense que vous parlez de la CENI. Oui, bien sûr. Utile, voilà. Non, la CENI, en fait, il y a eu, comme je l'ai évoqué d'ailleurs à plusieurs reprises, je pense que là aussi, il faut rendre hommage au président de la République qui a œuvré, jusqu'à aujourd'hui même, qui continue à œuvrer au dialogue national. Je pense que si effectivement il y a eu beaucoup de retard, notamment dans le cadre du statut, enfin pour ce qui concerne par exemple le statut de l'opposition qui a été adopté la semaine dernière par l'Assemblée nationale, parce qu'il y avait 2 points importants dans les cas de l'accord cadre. Le statut de l'opposition a été adopté et promulgué par les présidents de la République. Et d'ailleurs, ça va être dans le journal officiel de cette semaine ou du mois prochain. Néanmoins, en ce qui concerne la CENI, il y a eu des propositions qui n'ont pas été, bien évidemment, retournées par l'opposition. Néanmoins, il ne faut pas oublier que Djibouti aujourd'hui, au-delà de toute autre proposition, a tous les outils nécessaires de manière à pouvoir non seulement organiser cette CENI, enfin du moins la bonne démarche de l'élection présidentielle. Je pense qu'il faut lui reconnaître et à la fois sa souveraineté et à la fois également sa constitution qui nommait aucunement le règle constitutionnelle qui puisse permettre, une véritable CENI. Mais que se passera-t-il si ça met trop de temps et que finalement l'opposition décide de mettre en application sa menace de boycotter le scrutin présidentiel? Écoutez, après, quand vous parlez de l'opposition, c'est très vague. Il y a des hommes raisonnés au sein de l'opposition, comme il y a également, comme je l'ai toujours dit, par exemple, 2 principaux groupes qui ont, jusqu'à aujourd'hui, fait en sorte à freiner non seulement l'aboutissement, ou du moins l'issue à ces dialogues nationaux, mais qui n'ont pas du tout non plus intérêt à ce que ces dialogues aboutissent réellement. Donc après, c'est à l'opposition de prendre sa responsabilité vis-à-vis de ce qui n'a pas été. Et je pense que le gouvernement prendra également et prend ses responsabilités vis-à-vis de ce qui a été. Merci, Monsieur Alexis Mohamed, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chargé de mission du président de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh. Je vous remercie beaucoup. Du sport à présent, le directeur général de la Fédération kenyane d'athlétisme, Isaac Mwangi, suspendu de ses fonctions le temps d'une enquête sur plusieurs cas de dopage et de corruption. Plus de détails avec Idelette Mirabel-Bissou. La nouvelle est tombée comme un coup de massue ce 22 février 2016 au Kenya. Isaac Mwangi, le directeur général de la Fédération kenyane d'athlétisme, suspendu 6 mois de toute fonction par la commission d'éthique de la Fédération internationale. Pour cause, le Kenya est soupçonné d'abriter plusieurs cas de dopage et de corruption. L'étau se resserre sur les prouesses des athlètes kenyans lors des compétitions internationales. Cette suspension montre que M. Isaac Mwangi, par exemple, qui était soupçonné d'avoir justement reçu des pots de vin de la part de plusieurs athlètes, en tout cas deux athlètes kenyans, pour pouvoir camoufler leurs tests antidopage. Ça montre que quelque part, il a des choses à reprocher et que l'IAF également a des choses à lui reprocher. La commission d'éthique de la Fédération internationale d'athlétisme a jugé recevables les accusations de chantage formulées par 2 athlètes kenyanes. Il s'agit de Francisca Kokimunanga des 400 mètres haies et de Joyce Zachary des 400 mètres. Pour rappel, ces dernières avaient été contrôlées positives à un produit masquant interdit lors des championnats du monde 2015 à Pékin. C'est assez surprenant parce que de tout temps, on a pensé que les athlètes kenyans récoltaient juste les fruits de leur dur labeur, parce qu'on sait que le Kenya, est une terre d'athlétisme où les athlètes se préparent dans des conditions assez difficiles, et donc lorsqu'ils sont face à d'autres concurrents, arrivent rapidement ou bien facilement à les dépasser. Mais c'est vrai que depuis quelques années, le Kenya est évidemment envahi par les soupçons de dopage. En novembre 2015, l'Agence mondiale antidopage évoquait le cas du Kenya sur les dérives de l'athlétisme, notamment en Russie. En décembre, c'est la commission d'éthique de la Fédération internationale d'athlétisme qui annonçait la suspension provisoire de 3 responsables de la fédération kenyane. Aujourd'hui, les débats sont tournés vers la mise à l'écart probable du Kenya aux Jeux olympiques de 2016. Selon les analystes, si cette probable suspension venait à être confirmée, ce sera une grosse perte pour le pays champion des courses de fond et de demi-fond. Au cours des 3 dernières années, près de 40 athlètes kenyans ont été suspendus pour dopage. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.